en fonction des courses. Il y a des courses où je vais me retrouver, par exemple, sur des périodes de 3-4 jours en mer avec un format un peu, moi, que j'appelle sprint, hein, parce que 3-4 jours, c'est très rapide. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait la Solitaire du Figaro, où on fait 4 étapes de 3-4 jours le long des côtes françaises et britanniques. Et là, non, tu n'es que en mode course, tu dors très peu, tu dors par tranche de 5-10 minutes, tu passes ta vie à la barre du bateau et tu es dans un état un peu second permanent où c'est pas, tu ne mènes pas des grandes réflexions philosophiques sur la vie. Par contre, quand tu pars plus longtemps sur une transatlantique où tu passes 15 jours, 3 semaines en solitaire et après, là, avec un peu de chance à la fin de l'année sur le tour du monde, là, ouais, tu as carrément le temps de penser à plein de choses. Et c'est là où la notion de solitaire prend vraiment tout son sens parce qu'en 3-4 jours, tu n'as pas le temps de te sentir vraiment seul. Et justement, moi, je trouve que mener sa barque seule sur 3-4 jours, c'est ça qui est un peu grisant parce que tu te mets dans des états un peu seconds et tu es vraiment sur une autre planète. Et après, donc sur des formats plus longs, tu ressens vraiment la solitude. Et moi, pourtant, c'est quelque chose que je vais rechercher. J'adore la course au large en solitaire en particulier parce que j'adore savoir que si ça se passe bien, c'est grâce à moi. Et si ça se passe pas bien, c'est à cause de moi. Enfin, je trouve que pour progresser, c'est un facteur vraiment intéressant. Et j'ai beau adorer ça, j'ai beau aimer plein de moments, il y a vraiment des moments un peu de grâce où on profite vraiment des éléments, où le bateau avance, on est vraiment heureux d'être là. Et il y a aussi pas mal de moments durs où on se rend vraiment compte que, en tout cas en ce qui me concerne, l'être humain n'est pas du tout fait pour être tout seul. On est vraiment, voilà, on est des êtres qui ont besoin de sociabiliser et qui ont besoin de parler. Moi, j'ai fait une course, donc la Mini Transat, où il n'y a pas de moyen de communication et j'ai passé, donc c'était en 2 étapes, donc on s'est quand même arrêté aux Canaries, mais où j'ai passé, je crois, au maximum 7 jours sans parler à personne, vu qu'il n'y avait pas de moyen de communication, donc même pas via message radio ou des choses comme ça. Et tu te rends compte, pourtant c'était génial, hein, mais tu te rends compte que tu deviens vite un petit peu fou et c'est assez particulier comme exercice. Donc, c'est assez différent quand même du confinement qu'on vit en ce moment parce que c'est des moments qu'on a choisis, qu'on a organisés et c'est quelque chose qu'on vient rechercher. Moi, le côté psychologique, l'apprentissage sur soi-même, quand on passe autant de temps tout seul, c'est quelque chose que je vais rechercher quand je suis en mer. En confinement, c'est subi. Il y a des gens qui se retrouvent tout seuls alors qu'ils ne l'ont vraiment pas choisi. Et quand tu es en mer, c'est quand même une solitude entourée. Tu sais qu'il y a plein de monde qui te suit. C'est un petit peu différent. Et le seul truc similaire, c'est que à l'instant T, au moment présent, tu es tout seul dans ta merde et personne ne peut venir t'aider, quoi. Donc ça ressemble. Mais ouais, donc c'est une question un peu vaste, un sujet un peu vaste, mais oui, il y a des moments positifs, des moments négatifs et finalement, je trouve que la course au large, les moments qu'on vit, c'est un peu un accélérateur d'émotions et donc c'est pareil avec la solitude, quoi. Et dans ce cas-là, dans ces moments de solitude, par exemple sur la Mini Transat, alors pour ceux qui t'ont suivi un peu, on a vu que tu étais très active après, enfin tu as fait vraiment un joli film qui a retracé un peu ton aventure. Est-ce que de se filmer, donc de communiquer, c'est quelque chose qui te permet un peu de garder un peu de contact avec la Terre, enfin, est-ce que c'est un peu un échappatoire dans la journée, comme si finalement tu avais un peu un moment à passer avec quelqu'un d'autre, même si ça sera ça sera que avec un délai important. Est-ce que ça t'aide à passer ces moments de solitude? Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, la caméra, c'est tout simplement comme un journal de bord, quoi, comme un peu un journal intime où tu racontes ce qui te passe par la tête, que ce soit intelligent ou pas. Et donc voilà, le but, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est juste de raconter ce qui me passe par la tête, de raconter ma journée, et ça fait du bien comme tout le monde au quotidien, ça fait du bien de faire un petit point sur ta journée. Et souvent, tu tiens le coup. Par exemple, si sur ma vidéo de la Mini Transat, on me voit pleurer à un moment, souvent c'est justement au moment où tu allumes ta caméra que tu te mets à pleurer parce qu'en fait, tu verbalises tes émotions et tu te rends compte que tu es au fond du seau. Et alors qu'avant ça, tu te mets pas forcément à pleurer comme ça avant d'avoir allumé ta caméra. Donc, c'est assez marrant de voir l'effet que ça fait alors que c'est pas une personne, quoi. C'est juste un petit machin en plastoc, quoi. Et est-ce qu'à l'inverse, ça enlève pas un peu de goût de l'aventure parce que maintenant que tu es engagé vraiment dans le circuit professionnel, est-ce que le fait finalement d'avoir une obligation de communiquer,
d'avoir une obligation de résultat. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas chez Banque Populaire Course au Large, mais est-ce que le fait d'être vraiment entré dans une démarche professionnelle dans l'aventure, ça enlève pas un peu de goût, dans le sens où c'est plus totalement que pour toi que tu le fais, et il y a quand même un peu une production à avoir, quoi. Est-ce que ça enlève pas un peu du goût justement de partir juste en mer seul comme ça à l'aventure? Alors ça, de toute façon, je ne l'ai jamais fait que pour moi. Je l'ai toujours fait dans l'idée de partager. Donc ça ne change pas grand-chose. Par contre, oui, c'est sûr que faire des vidéos ou communiquer quand tu es obligé, ce qui est le cas forcément, plus les courses sont médiatisées, plus il y a de moyens autour d'une aventure et plus il y a l'obligation derrière. Ça fait partie du jeu. Plus c'est difficile d'avoir tout le temps de l'inspiration. C'est vrai que sur ma mini, ou quand j'étais un peu plus toute seule à gérer mes projets, je faisais des vidéos que quand ça me chantait, que quand j'avais de l'inspiration et que quand j'en avais vraiment envie. Et donc là, forcément, ça va être un tout petit peu différent en mer, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où ça s'y prête pas bien. Pendant 3-4 jours, on peut être dans des situations où on n'a vraiment pas envie d'allumer sa caméra parce qu'on a autre chose à faire. Et là, potentiellement, je vais quand même être obligée de le faire. Donc oui, ça peut enlever un peu de magie. Après, les sponsors, et en particulier Banque Populaire, ils sont très très respectueux justement de notre vie à bord en solitaire, ou même quand on est en équipage, et ils sont assez peu ils sont très bienveillants vis-à-vis des images qu'on m'envoie, et pas si exigeants que ça en termes de quantité. Donc j'ai pas encore ressenti ce truc-là, mais j'imagine bien que sur le Vendée Globe, il y a des moments où sur 3 mois, tu as envie d'être t'as rien à envoyer, mais on te demande quand même d'envoyer quelque chose, et du coup ça peut forcément donner des vidéos où tu es peut-être un peu moins authentique, et voilà. Mais en ce qui me concerne, c'est assez facile pour moi de raconter ma life. Je suis bavarde, et du coup c'est jamais très compliqué, et ça m'enlève pas trop de magie, parce que je pense pas trop, voilà, je me filme, j'envoie le truc, et je pense pas trop à tout ce qu'il y a derrière, en fait. Donc une fois que j'ai arrêté de filmer, je pense pas à ce que vont en penser les gens. D'accord. Ok, et enfin, tu nous as dit que tu faisais beaucoup de voile, sinon déjà au lycée ou en prépa, enfin peut-être pas en prépa, mais en école. Pas préparé. Et est-ce que le fait de passer sur des courses où il y a un peu de compète, où c'est vachement plus, du coup vachement plus dur, il y a toute une préparation, est-ce que ça t'a enlevé un peu le plaisir de faire de la voile juste pour faire de la voile, au-delà du côté vidéo et de devoir communiquer sur ce que tu fais? Sur le côté un peu ambition, enfin, ce qui est un peu dur, de vouloir avoir forcément un classement dans la course ou des choses comme ça. Ça, c'est une bonne question. C'est toujours la question du métier passion, en fait. Quand ta passion devient ton métier, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas pas te gâcher ta passion? Enfin, voilà, il y a vraiment ça qui rentre en jeu. Moi, j'ai la chance, tu vois, par rapport, par exemple, je pense à des gens qui ont. Alors, ça s'applique pas trop à la voile, mais dans d'autres sports, tu vois, le tennisman qui a commencé à 5 ans, qui a fait que ça toute sa vie, et finalement, il sait plus trop pourquoi il fait ça. Enfin, parfois, tu retrouves quand même ce genre de schéma chez certains champions. Là, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je fais du bateau, donc la magie, elle est quand même assez présente. C'est sûr que plus on en fait, plus on va être amené à vivre des moments où on se rend peut-être un peu moins compte de la chance qu'on a d'être en train de faire du bateau, parce que pour tout un tas de raisons. C'est sûr que la compétition, ça peut nous amener à nous gâcher. Enfin voilà, je pense à la solitaire du Figaro. Si tu as un copain à côté de toi qui va 0,1 nœud plus vite, mais qui a un super coucher de soleil, tu vas pas trop regarder le super coucher de soleil, quoi. Donc il y a des moments où tu es un peu moins en train de profiter des éléments, mais en même temps, moi je trouve aussi mon plaisir dans la compétition. Donc tout se complète, mais oui, c'est sûr qu'il y a des moments où tu es un petit peu moins éveillé et un peu moins ouvert à toute la chance que c'est et le privilège que c'est de faire de la voile, parce que tu es tellement concentré et tu te mets tellement la pression sur la compète que tu es un peu moins ouvert. Mais en ce qui me concerne, ça reste marginal. Et il y a un truc que je me suis juré, c'est que le jour où je prendrai plus de plaisir à faire ce métier-là, alors que c'est une chance extraordinaire, et il faudra absolument que j'arrête, parce que ça serait éduqué. Donc pour l'instant, j'en suis pas là. Et alors moi j'ai une autre question sur ton rôle un peu dans ce métier. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout familiers avec cet univers. Alors concrètement, donc tu es navigatrice, mais j'imagine que tu es aussi un peu chef d'entreprise en quelque sorte, puisque il faut que tu gères tout ce projet. Alors quel est ton rôle un peu au sein de cette équipe?
donc banque populaire. Est-ce que tu as un rôle qui est uniquement sportif et de communicante, ou alors tu dois aussi gérer tous les problèmes de logistique, les problèmes techniques aussi, j'imagine, et toutes ces choses-là? Alors, le rôle de chef de projet et de gestionnaire au sens large, c'était vraiment le cas quand j'étais en Mini et en Figaro, où voilà, tu te lances dans un projet, il faut trouver un sponsor, il faut tout organiser, les inscriptions aux courses, les contrôles sécu, voilà, il y a énormément de choses à gérer. Donc ça a été le cas pendant un temps, et c'est là où aujourd'hui, c'est un luxe immense d'être au sein du team Banque Populaire. C'est que c'est un des plus gros teams de voile, alors pas un des plus gros, mais un des plus historiques et des plus organisés aujourd'hui. Et en tant que skipper, je suis vraiment uniquement skipper. Et du coup, moi, j'ai à me concentrer 100% sur apprendre à devenir un meilleur skipper. Et du coup, j'ai vraiment quasiment rien à gérer au quotidien du point de vue logistique, gestion du bateau. Il tient que à moi d'avoir plus ou moins envie d'être impliquée dans cette partie-là. Et donc, moi, je suis essentiellement concentrée sur toute la partie technique. Là, donc, quand le bateau était en chantier avant le confinement, j'étais là sur le chantier pour comprendre comment ça marchait, pour essayer de travailler avec les gars, pour qu'ils m'expliquent et tout en faisant aussi pas mal de sport à côté. Et, en gérant ma barque. En fait, c'est à moi de gérer mes journées pour être le meilleur skipper possible. Donc, je viens piocher dans toutes les compétences de l'équipe. Donc, c'est un luxe extraordinaire parce que j'ai, entre guillemets, aucun autre souci, et c'est pas moi qui tiens la job list. Voilà, c'est vraiment un grand luxe parce que pour avoir géré des plus petits projets toute seule, je me rends bien compte que c'était pas... gérer un projet Vendée Globe en étant aussi chef de projet, c'est pas du tout la même histoire, quoi. Et moi, donc, je suis entourée. Et d'ailleurs, là, pendant le confinement, du coup, tu peux pas du tout t'entraîner, j'imagine. Comment tu arrives à gérer un peu cette période de préparation, puisque c'en est quand même une, parce que le Vendée Globe part bientôt. J'ai cru voir, tu avais écrit un post hier sur ta page Facebook qui disait que d'ailleurs, ça partait dans, je me rappelle plus exactement du nombre de jours. 200. 100 Donc 200, donc 199 maintenant. Donc c'est vraiment la dernière ligne droite avant cette grande aventure. Comment tu arrives un peu à gérer un peu la préparation de cet événement, bien que confiné? C'est pas du tout idéal, hein, je te le cache pas. Moi, je suis bisu, donc c'est mon premier Vendée Globe. J'ai énormément de choses à apprendre. Quand on fait du bateau, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller faire du bateau. Donc là, c'est une période où je prends en quelque sorte du retard parce que je peux pas aller naviguer. Je devais faire 2 transatlantiques en solitaire là, en mai et en juin, aller-retour aux États-Unis. Donc ça, c'est annulé. Avec un peu de chance, on va réussir à faire une grande course au mois de juillet en mode boucle depuis la France et en arrivant en France, entre tous les concurrents du Vendée. Donc ça me permet d'engranger de l'expérience. Mais c'est sûr que ce n'est pas du tout les conditions idéales. Moi, j'étais vraiment focalisée sur ces 2 transats pour prendre de l'expérience, et donc ça ne va pas avoir lieu. Donc c'est carrément énervant, mais ça reste que du bateau, c'est que du sport. Donc il faut quand même relativiser. C'est quand même pas bien grave. Mais oui, c'est sûr que c'est pas du tout idéal. C'est un peu stressant. Je fais le plus possible de formation météo. C'est pour ça que je disais que j'ai été plein de fois sur Zoom ces temps-ci, c'est qu'on a pas mal de formations en tout genre. Je passe pas mal de temps toute seule aussi sur des logiciels de routage et puis à essayer d'organiser un peu la suite, mais je suis assez limitée, donc j'ai hâte de pouvoir renaviguer, et puis voilà, dès qu'on aura le droit, ça sera parti. Il y a des petites questions il y a des petites questions sur le chat. Une question de Thibaut. Est-ce que tu avais hésité avec d'autres classes ou d'autres supports que la Mini pour te lancer dans un grand projet de voile, ou c'est Tanguy le Turquet qui t'a donné envie de faire la Mini et il n'y avait que la Mini? Un connaisseur apparemment. Ouais, alors à l'origine, moi, je n'étais pas du tout partie pour en faire mon métier. Quand je suis venue m'installer en Bretagne au tout début de l'année 2015, et j'ai commencé à bosser en freelance dans le digital, et j'étais pas du tout je me suis lancée dans le projet de la Mini Transat dans l'idée de continuer à bosser à côté, de continuer à faire grandir mes clients et en tant que freelance. Donc j'étais pas du tout partie pour en faire mon métier, et par contre mon rêve c'était vraiment de faire la Mini Transat parce que c'est une classe de bateau assez particulière. Donc c'est des petits bateaux de 6,50 m qui ont été conçus pour limiter un peu les moyens nécessaires pour faire du bateau, parce que la course au large ça coûte assez cher. Donc c'est tous les 2 ans, ça réunit à peu près 80 concurrents
ils sont issus de toutes sortes de milieux, avec toutes sortes d'objectifs, et c'est vraiment une classe hyper riche. Pendant 2 ans, j'ai vraiment vécu des courses géniales, rencontré plein de monde extraordinaire, et j'avais vraiment envie de faire la mini, donc j'y allais pas. Il y en a d'autres qui vont pas passer par là pour se lancer dans le monde professionnel, mais moi, en l'occurrence, j'y allais pas pour me lancer dans le monde professionnel, j'y allais vraiment pour faire la mini, quoi. D'accord. Il y a une autre question. Oui, c'est Tanguy qui m'a donné envie de faire la mini parce que j'ai rencontré plein de coureurs via lui qui arrivaient. J'ai eu la chance d'aller aux 2 arrivées de Tanguy en 2013 et en 2015 en Guadeloupe, et la tête des gens à l'arrivée et leurs yeux ébahis et la richesse de tout ce qu'ils avaient appris, ça m'a donné envie. J'ai eu envie de vivre tout ça aussi, tout simplement. Il y a une question un peu plus sur la préparation de ta mini en 2017, sur comment tu gérais la compétition et ton travail à côté. Alors, du coup, moi, j'avais la chance déjà d'être sur place, parce qu'il y a pas mal de gens qui habitent un peu plus loin de la mer ou qui essayent de se lancer dans les projets mini. Donc, déjà, j'étais à Lorient, ça, c'était chouette. Au début, je travaillais… en fait, comme j'étais en freelance, je faisais un peu ce que je voulais de mes emplois du temps. Et donc, je trouvais juste le curseur nécessaire en termes de clients pour pouvoir payer mon loyer et les quelques petites charges que j'avais par mois et faire le plus possible de bateaux à côté. Et donc, on va dire que la courbe du travail et de la voile ont été inversement proportionnelles au fur et à mesure des 2 ans. Et quelques mois avant la mini, j'ai carrément arrêté de bosser pour être à fond dans mon projet. Et donc, en fait, j'ai recommencé à bosser pendant quelques mois après la mini, mais depuis, j'ai jamais refait ce boulot-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a une dernière question du chat. Il y en a encore 2, ouais. Ah, ok, super. Il y en a une sur un peu plus générale de Félicien. Qu'est-ce qui t'enchante dans le monde de la mer et quels sont les meilleurs moments? Alors, le monde de la mer, c'est vaste. C'est hyper large. Moi, de toute façon, j'ai toujours aimé le sport et la nature. Donc, déjà, de base, il y a le côté vraiment contemplatif. J'adore être au bord de l'eau et regarder la mer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est immuable pour moi. Et donc, forcément, ça donne envie d'être au bord de l'eau. Ensuite, il y a le côté, le bateau en tant que moyen de locomotion. Quand tu sais gérer un bateau tout seul, c'est une sensation de liberté qui est extraordinaire, de savoir que tu peux larguer les amarres et aller sur une autre partie de la planète. Moi, c'est quelque chose qui me fascine et c'est une sensation que j'ai quand je vais marcher sur un ponton et que je vois des bateaux de voyage ou des bateaux de course. C'est quelque chose qui me fait trépigner d'impatience, quoi. Ça me donne envie de partir à l'aventure. Donc ça, c'est vraiment ces facettes-là. Donc le côté vraiment contemplatif, nature et moyen de locomotion. Et puis après, dans le monde de la course au large, c'est une source infinie d'apprentissage. Il y a énormément vous qui êtes ingénieur en formation, tous les jours, il y a une quantité de sujets à apprendre sur la construction d'un bateau, sur la mécanique, sur l'hydraulique, sur tout en fait, sur la météo, sur l'électronique de bord. Enfin, c'est sans fin et c'est vraiment hyper intéressant et tu n'as jamais fini d'apprendre, enfin, même sur les logiciels de routage, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui rend le truc hyper riche au quotidien. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que le monde de la mer, c'est assez vague comme, comme sujet, mais voilà. Alors, il y a 2 questions aussi de connaisseurs, a priori. Il y a Sébastien Leboutier qui demande est-ce que avec ton équipe Banque Populaire, non, pardon. Est-ce que ton équipe Banque Populaire avance quand même sur le chantier et la logistique de ton bateau en ce moment? Oui. Ils ont commencé pendant 1 mois à rien. Enfin, le hangar était fermé. Il n'y avait plus que l'équipe bureau d'études qui bossait en télétravail. Et là, ils ont recommencé depuis le début de la semaine. Ils sont pas nombreux du tout pour avancer sur les chantiers qu'on aurait dû faire en août. Donc, pour être très précis, ils refont l'anti-fouling du bateau, donc la carène. Et ça, c'est des peintres extérieurs qui viennent. En fait, c'est aussi l'idée de faire travailler les prestataires parce qu'il y a beaucoup de monde qui est un peu en galère et beaucoup d'indépendants dans le monde de la course au large. Et donc, les indépendants, le chômage partiel, ça n'existe pas. Voilà.
Et quoi d'autre? Et on est aussi en train de mettre un système assez intéressant qu'on aurait dû mettre cet été sur le bateau, un système dans le bulbe, en fait, dans la quille, qui permet de faire fuir les baleines, a priori, pour essayer de se payer moins de baleines, à la fois pour nous et pour les baleines. Voilà. Donc, D'accord. ils vont recommencer tout doucement en début de semaine, mais c'est vraiment léger et c'est rien à voir avec le rythme qu'il y a d'habitude sur le bateau quand on est en chantier normal. D'accord. Mais tout sera prêt pour le départ en novembre? Bah oui, oui, après, là, le bateau, en fait, le jour du confinement, enfin, la veille du confinement, on était parti pour le mettre à l'eau. C'était la fin du chantier. Donc, j'étais D'accord. pour une grosse période de chantier. Et donc, en fait, il est allé par battage sur le côté et les amarres accrochées. Enfin, il n'y a plus qu'à le mettre à l'eau. Donc là, on prend de l'avance sur cet été. Mais ouais, il sera prêt. Enfin, être dans une équipe comme Banque Populaire, c'est juste hyper luxueux et un grand privilège pour ce genre de choses parce que ils ont fait beaucoup de tours du monde et beaucoup de Vendée Globe et ils connaissent bien ce qu'ils font. Donc le bateau est déjà plus que prêt. Ouais. Et merci beaucoup. Et dans le même esprit, donc des questions un peu techniques, on voit finalement qu'il y a des connaisseurs qui sont dans la réunion. Il y a Laura qui demande si tu as obtenu tous les points nécessaires pour te qualifier au Vendée Globe 2020. Et sinon, comment ça sera organisé vu que la New York Vendée est annulée? Alors, oui, moi, je suis déjà qualifiée pour le Vendée Globe. En fait, c'est pas tellement une question de points que une question de faire une transat en course plus 2000 milles en solitaire. Donc, moi, j'ai fait la Transat Jacques Vabre à l'automne dernier, donc entre Le Havre et le Brésil avec Armel, donc avec Armel Lecléache qui est skipper Banque Populaire. Et j'ai fait le retour en convoyage en solitaire depuis le Brésil jusqu'à Lorient. Donc, ça m'a qualifié pour le Vendée Globe. Ça, c'est une bonne chose. Et alors, la New York Vendée, elle n'est pas véritablement annulée. C'est The Transat, en fait, qui nous permettait d'aller aux États-Unis, donc la première transatlantique entre Brest et Charleston en Caroline du Sud qui a été annulée. Et par contre, la New York Vendée, alors elle va plus s'appeler la New York Vendée, mais en fait, c'est les mêmes organisateurs. Ça va être notre course a priori d'une quinzaine de jours au mois de juillet, si tout va bien, d'une boucle France-France au milieu de l'Atlantique. Et donc ça va être une course qualificative pour ceux qui ne sont pas qualifiés et surtout une course, moi ça va être ma première course en solitaire sur le bateau, donc c'est quand même un petit peu important avant de partir sur le Vendée Globe. Donc voilà, donc ça c'est un bon point, c'est vrai que je suis qualifiée et contrairement à quelques autres quand même, mais j'ai quand même pas mal d'expérience à rattraper. Voilà. D'accord. Et alors, encore une question technique. Donc, en fait, finalement, on est vraiment avec des connaisseurs. Il y a Thomas qui demande de commenter un peu le choix de ton équipe d'avoir acheté un bateau donc, qui est ancien, qui a un Vendée Globe, qui a déjà fait un Vendée Globe, du coup, qui est peut-être un peu moins performant, j'imagine, que les bateaux de nouvelle génération. Ouais. Et donc, il demande de commenter ce choix. C'est peut-être le choix de la fiabilité plutôt que de la vitesse absolue. Voilà. Alors, mon bateau, effectivement, il a quelques années. Il a été mis à l'eau en 2010. C'était le bateau de François Gabard sur le Vendée Globe 2012 avec lequel il a gagné. Et c'était le bateau de Paul Meillat en 2016. Alors, il a abandonné au milieu du Pacifique, mais il était hyper bien placé à ce moment-là. Le bateau, il a gagné une fois le Vendée Globe et 2 fois la Route du Rhum. Donc, il a quand même un sacré palmarès. Après, aujourd'hui, vous devez connaître un peu tout ça. Aujourd'hui, il y a énormément de bateaux sur lesquels on a rajouté des foils, donc des plans porteurs pour sustenter le bateau et finalement aller pas mal plus vite dans un certain nombre d'allures. Et tous les bateaux neufs sont vraiment une classe au-dessus par rapport à mon bateau. Là, il y aura a priori 7 bateaux neufs au départ du Vendée Globe. On sera à 34 participants. Donc oui, de base, avec mon bateau, je pars un peu dans une deuxième catégorie, même si c'est un excellent bateau, qu'il est hyper préparé. Et voilà. Mais donc, effectivement, tu as répondu à la question, c'est juste le choix de la fiabilité par rapport à la vitesse absolue. Pour le Vendée Globe, plus que pour n'importe quelle autre course, surtout quand c'est ta première participation, l'objectif de terminer, c'est pas un objectif faux cul. C'est vraiment un vrai objectif. Tu as à peu près la moitié des participants qui abandonnent à chaque fois. Voilà, donc moi je suis très très contente d'avoir ce bateau-là et c'est pas du tout une frustration de ne pas avoir un foiler. Ça le sera peut-être à un certain moment si j'arrive à accrocher quelqu'un et puis tout d'un coup, hop, il me dézingue parce que lui il a des foils et il va donner plus vite dans certaines situations. Mais c'est tellement
plus exigeant comme bateau, les bateaux avec des foils, et c'est un cran au-dessus encore en termes de compétences. Donc, je suis contente de... Pour l'instant, je suis bien avec mon bateau. Ouais. Ok, d'accord. Alors là, on va peut-être passer sur des questions qui sont un peu moins techniques pour Ouais. peut-être intéresser ceux qui sont peut-être pas du tout, pas du tout intéressés par la voile, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. En tout cas, enfin, moi, je trouve ça passionnant. Ouais. Alors voilà, donc d'abord, donc voilà, donc quand on regarde un peu ta carrière sportive, ça semble être vraiment un total sans faute. Et donc, tu as eu une progression fulgurante, puisque encore donc, en 2017, donc il y a 3 ans, tu étais donc, en classe Mini 650. Normalement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus d'étapes avant d'arriver justement à top skipper d'une des meilleures équipes de voile du monde. Donc, est-ce que tu as eu des échecs quand même sur ton chemin? Est-ce que tu as eu des doutes par moment? Et si oui, donc comment tu as réussi un peu à les surmonter? Alors, c'est un peu flou, voilà, mais c'est une question que je me suis posée. Et voilà. Non, c'est une très très bonne question. Bien évidemment que j'ai eu des échecs et que j'ai eu des moments de flou et des moments de doute. Mon premier échec, enfin mon premier gros échec, ça a été celui d'arrêter la création de ma boîte pour venir m'installer en Bretagne. Pour être très transparente, c'était pas du tout une période facile. C'est juste que je me suis rendu compte que ma vie à Paris et ma vie de créatrice de start-up, bah, ça me ça m'allait pas, enfin c'était quelque chose dans lequel j'étais pas authentique, enfin voilà, ça m'allait pas, et cette démarche de me rendre compte que ça m'allait pas, ça a été assez douloureux. C'était assez rapide, hein, c'était en quelques semaines, mais quand même. Et donc de venir m'installer en Bretagne, bah, c'était super chouette, mais en plus j'avais créé ma boîte avec mon frangin, donc j'ai abandonné un peu mon frangin. Voilà, donc ça a été un échec pour moi, parce que clairement j'ai pas été à la hauteur de l'engagement que j'avais pris. Voilà, alors peut-être que certains vont dire que c'est pas un gros échec, mais en tout cas je l'ai vécu comme tel, et ça n'a pas été une période facile, cette sensation d'un peu abandonner les gens avec qui on bosse. Voilà, et des moments de doute, j'en ai plein, j'en ai tout le temps. Enfin, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, mais c'est pas pour autant que c'est toujours. Enfin, si, là en l'occurrence, moi je prends énormément de plaisir depuis que je fais du bateau, et voilà, mais c'est pas. Ça coule pas de source, quoi. Tu t'engages pas dans un Vendée Globe comme ça sans réfléchir. Enfin voilà, il y a plein de moments où je me demande si j'ai choisi la bonne voie. Enfin, c'est pas évident. Je sais pas ce que je ferai après. C'est assez particulier. Puis quand tu te lances dans la mini, je me rémunérais à peine. Enfin, tu vois, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Du coup, là, toujours, pour gérer ces moments-là, pour continuer à avancer, c'est toujours le même conseil. Lâcher prise, un peu accepter que les choses surgissent un peu. Oui, voilà, en fait, moi, j'aurais jamais pu imaginer tout ce qui m'arrive en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est une super leçon de vie de se rendre compte euh, que finalement, quand on lâche prise, il peut se passer des belles choses. Après, j'ai sûrement pas la prétention de dire à tout le monde, enfin voilà, encore une fois, à n'importe quel moment, si j'avais un pépin, je pouvais retourner chez mes parents. Et puis finalement, pour moi, là, tout s'est bien passé. Donc, enfin, voilà, c'est facile de dire ça dans ces conditions. Mais oui, en l'occurrence, moi, ça a été le cas. Et c'est sûr que si j'avais jamais, à un moment donné, pris la décision de me lancer, il ne se serait jamais passé tout ça. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors j'ai une autre question donc, un peu sur comment tu as réussi à t'insérer dans ce monde de la course au large. Parfois on le voit un peu comme quelque chose qui est très centré un peu sur la baie de Morlaix, avec que des Roscovites ou des gens qui viennent du Finistère qui ensuite deviennent skippers et ensuite se retrouvent un peu entre amis à se tirer la bourre autour du monde. Voilà, je voulais savoir comment tu as réussi à t'affirmer dans ce monde, puisque tu l'as dit, tu viens d'un monde qui est quand même très différent. Et notamment, donc, comment tu as réussi aussi à t'insérer en tant que femme, parce que c'est un monde qui est quand même très masculin. Voilà, je voulais savoir si ça a posé problème, comment tu avais pu réussir à t'affirmer. Alors, je ne sais pas si je suis affirmée aujourd'hui, mais ça s'est fait de façon assez graduelle. En fait, c'est pas du jour au lendemain, j'ai débarqué, hop, je suis skipper, voilà. Je suis venue, enfin, déjà, j'étais avec Tanguy, qui est skipper pro, qui est dans le monde de la voile, de la course au large. Donc, j'ai quand même un peu découvert les codes via lui. Ensuite, je suis venue m'installer en Bretagne. Ensuite, je me suis lancée dans un projet Mini Transat où il y a plein de personnalités différentes. Enfin, il n'y a pas pour le coup, la mini, c'est pas du tout juste les mecs de la baie de Morlaix ou de Port-la-Forêt. Enfin voilà, c'est très très hétérogène. Donc c'est pas
Ah. Mais il y a des cons. Désolée, il y a Tanguy qui passe derrière et qui joue avec ce chien en plus. Mais... Bah, tiens, prends Girouette. Elle fait de la balle derrière moi. Désolée, c'est mon chien qui joue à la balle derrière moi et c'est un peu perturbant quand je parle. Je suis pas hyper concentrée. Donc j'en étais où? Donc en fait, tout ça s'est fait assez graduellement. Il n'y a pas de... En fait, c'est l'image qu'on a parce que c'est souvent les médias qui disent le marin de la baie de Morlaix, le marin de Roscoff, de Port-la-Forêt, etc. Alors oui, mais même tous ces marins-là, ils sont tous hyper différents. Il n'y a pas deux marins qui ont... Enfin, il y a plein de profils de marins différents, donc c'est pas si fermé que ça. Pas tout le monde vient de Bretagne. Il y a plein de personnalités différentes. Donc enfin, moi, ça m'a jamais choqué. J'ai eu jamais l'impression qu'il fallait rentrer dans un moule ou quoi que ce soit. Et puis après, en tant que femme, bah, c'est sûr qu'on n'est pas très nombreuses, mais en fait, je trouve que la scission homme-femme, elle est plus présente dans le monde de la voile amateur que dans le monde de la voile professionnelle. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti le moindre problème en tant que femme. Je me suis jamais sentie. Enfin, voilà, il y a des machos, mais c'est un reflet de la société, en fait. C'est à peu près pareil. Que l'évolution suit la même courbe. Et pour moi, c'est plus dans la voile amateur. Enfin, c'est plus, pour le coup, quand j'étais à HEC en voile étudiante ou des choses comme ça, ou avec des propriétaires sur des bateaux, où j'ai trouvé que naturellement, les gens allaient donner plus de responsabilités sur les postes en équipage aux hommes qu'aux femmes à expérience égale, quoi. Parce que je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est juste un schéma inconscient, quoi. Mais voilà. Et ça m'a plus... Ça, à l'époque, ça m'a plus frustrée. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire de la voile en solitaire. C'est que bah, comme ça, au moins, tu fais tes preuves, tu vas faire ton truc et personne choisit le rôle que tu dois prendre puisque tu dois avoir tous les rôles à bord. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, il y a une question aussi de Pierre Xiste qui demande un peu justement, c'est du coup une question sur un peu ton parcours. Il te demande si tu as un bon souvenir de ta formation à HEC. Et donc, alors oui, donc ce que ça t'a apporté. Et alors donc, il fait une parenthèse avec l'actualité puisque aujourd'hui ils ont annulé les euros cette année. Et donc, est-ce que ça forte personnalité de skipper t'a apporté quelque chose en plus au moment des euros? C'est marrant comme question. Alors oui, je garde un bon souvenir de ma formation à HEC, mais très clairement, j'étais pas très souvent sur les bancs de l'école. J'étais plus en train de faire du bateau ou du rugby ou de m'occuper de mes assos. Donc voilà, pour le souvenir. C'est plus ma prépa, moi, dont je garde un très bon souvenir. Et ma forte personnalité de skipper, j'étais une merde à l'oral. Mais alors, j'ai dû perdre 300 places à tous les oraux de toutes les écoles confondues. Donc, il y a de l'espoir. Non, j'étais catastrophique. Vraiment, je ne maîtrisais pas du tout. Non, je n'y arrivais pas du tout. L'oral, ça me faisait perdre tous mes moyens et j'étais très mal à l'aise, et en particularité sur tous les trucs de personnalité parce qu'on me demandait à 18 ans de parler des états de la finance du monde et j'étais juste, j'avais rien à dire. Donc je leur disais en fait très clairement, mais en fait je ne vais pas vous parler de ce sujet, je ne connais pas. Donc forcément, je n'avais pas une très bonne note derrière. Voilà, donc désolée, j'ai aucun conseil à donner par rapport aux euros. Bah, très bien, pour les euros annulés, ça m'aurait beaucoup plu à l'époque. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir justement passé tes années à HEC à vraiment être très engagé dans la vie associative, est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a permis ensuite, ce qui t'a aidé ensuite à lâcher prise et justement à entreprendre toujours en créant ta boîte du coup directement après tes études et ensuite en te lançant dans ce projet Mini qui a eu ses retours donc avec maintenant le projet Vendée Globe? Oui, bah, toute formation est bonne à prendre, hein. C'est sûr que ça a été formateur. Ça donne quand même des clés pour savoir bien travailler, pour être efficace dans ce qu'on fait. Et puis, ça engage, comment dire, c'est un peu un label qualité pour les sponsors et tout ça. Donc, ça ne peut pas faire de mal. Après, c'est plus dans la façon de travailler et l'idée de... Moi, ce que ça m'a apporté, c'est via toutes les conférences ou les rencontres qu'on a, un peu comme là, mais
je pense plus à des trucs où tu vois des premiers ministres ou des choses comme ça, et tu te rends compte qu'ils sont pas parfaits, que c'est des êtres humains et qu'en fait il y a des gens intelligents partout, il y a des gens cons partout. Enfin, moi ce que ça m'a apporté c'est plus de voir les capacités dans les gens, quel que soit leur statut social ou leurs défauts d'ailleurs. Enfin voilà, et donc d'être un peu ouverte par rapport à tout ça et de ne pas me mettre dans une case en particulier et de me dire pourquoi pas moi ou pourquoi. Enfin voilà, c'est plus ça que ça m'a apporté. D'accord. Et alors j'ai une question maintenant de Augustin qui demande donc qu'est-ce que t'as apporté donc on retourne dans le technique, qu'est-ce que t'as apporté ta participation à la solitaire du Figaro par rapport à la mini dans le but de progresser un peu justement en solitaire et aujourd'hui d'être skipper pour l'équipe Banque Populaire? Alors c'est vrai que le monde du Figaro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un peu comme si c'était la Ligue 1 de la course au large en solitaire, avec une notion de championnat sur l'année et des courses assez courtes, sauf exception, avec vraiment une confrontation très frontale et des bateaux très rapprochés le long des côtes. Et la mini, c'est un peu comme la Ligue 2, donc enfin voilà. En fait, c'est tout simplement que le niveau est très très supérieur et donc forcément tu es obligé de déchirer encore plus pour y arriver. Et du coup, tu es vachement plus focalisé sur des détails, sur les réglages de ton mât, sur le dessin des voiles. Tu passes des heures à la barre parce que chaque pouillème va compter. C'est beaucoup plus pointu aussi sur tous les effets de site, sur les petits coups stratégiques à jouer le long des côtes, avec les courants. Voilà. Et donc, ce qui est génial, c'est que tu vas naviguer bord à bord avec des champions. Moi, j'ai eu la chance, en plus, l'année dernière, de faire une édition assez extraordinaire où on était combien de participants? 47, je crois. Et parmi eux, il y avait Armel Lecléache, Loïc Perron, Alain Gauthier, Michel Desjoyaux. Enfin, c'était juste Jérémy Bayou. Enfin, c'était assez fou. Et tu tires des bords. Je me souviens d'une journée où j'ai passé, un peu plus de 24 heures 200 mètres devant Yann Eliès, mais j'étais juste. J'en pouvais plus, quoi. J'étais vraiment trop contente. Et donc, ça, c'est des moments. Enfin, voilà, c'était vraiment une chance de pouvoir vivre ça. Et ça t'apprend quand même à te mettre une espèce de tension pendant 3-4 jours. Et ça a été 4 fois des étapes de 3-4 jours. Même la première a duré 5 jours. Et à la fin, tu arrives dans un état de fatigue. La dernière et demie de la dernière étape, j'ai tout foiré. J'étais 12e au début de la nuit après 3 jours de course. Et j'ai fini 33e de cette étape-là. J'étais au bout du rouleau, absolument plus lucide. J'avais des hallucinations. J'ai commencé à vomir de fatigue. Enfin, voilà. Et ça te met dans des états. Enfin, c'est assez fascinant, la solitaire du Figaro, pour ça. Et c'est hyper différent du mini où il y a vraiment. Alors, il y a des courses où ça se joue à rien entre plusieurs bateaux, mais ça va plus être 5 bateaux en solitaire. Sur la solitaire du Figaro, là, à 47 concurrents, tu pouvais perdre 25 places en 10 minutes, quoi. Donc c'était assez fou. Voilà. Mais c'est vraiment je me souviens aussi d'un passage. On passait un phare sur la pointe nord-ouest de l'Angleterre et c'était un peu chaud. Il y avait vraiment du vent. Il fallait affaler son spi. Et en Figaro, on rase les cailloux tout le temps. Et je suis passée entre le phare et Alain Gauthier qui était en train de chaluter son spi, qui avait son spi qui traînait dans l'eau. Et t'es là, je suis en train de doubler Alain Gauthier qui est en train de faire de la grosse bouse là. Et tu te dis, c'est Alain Gauthier. Et ça, c'est juste. C'est jouissif, c'est assez marrant, quoi. Et puis à la fin, tu discutes avec lui. Et puis en fait, c'est ça qui est chouette dans le monde de la voile, c'est que les champions, ils sont hyper accessibles et tu as des discussions avec eux hyper facilement. Ils te racontent des aventures. Ah, je me souviens, en 89, sur le Vendée Globe, ma fille est née quand j'étais au Kerguelen. Du coup, elle s'appelle Marie Kerguelen. Enfin, tu vois. C'est vraiment chouette. Ils sont hyper rigolos, hyper gentils. Et donc, c'était une belle aventure. Ouais. En tout cas, on a un exemple de ce que tu dis juste à l'instant, puisque on a donc cette conférence et la chance de pouvoir parler avec justement une championne de voile. Donc, il ne faut pas non plus me comparer à eux. Je ne suis pas sûre d'en être à leur degré de légende quand même. J'avais une question sur la gestion de l'aspect mental, puisque tu l'as dit, la solitaire de Figaro, peut-être plus que d'autres courses, mais le Vendée Globe que tu t'apprêtes à vivre, je pense que c'est aussi quelque chose qui a un gros chantier mental. Comment tu arrives à gérer un peu cet aspect mental et comment notamment tu arrives à te préparer à l'avance, le mental, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, j'imagine. Et je voulais savoir.
compliqué. La voile, c'est vraiment un sport d'expérience. Donc, il n'y a pas grand-chose qui remplace le fait d'aller se confronter à toutes les emmerdes qui vont arriver. Moi, j'ai fait pas mal de... Je fais des trucs un peu actifs du style sophrologie, yoga, pour apprendre à un peu lâcher prise et à se détendre au quotidien. J'ai une coach, mais qui est plus une coach en entreprise, qui n'est pas tellement une coach sportive, qui m'aide un peu à gérer mes défauts à terre, en fait, qui sont des faiblesses que je pense que je retrouve aussi un petit peu en mer, des faiblesses psychologiques. Après, pour être tout à fait franche, vis-à-vis du Vendée Globe, je suis un petit peu démunie. Il n'y a pas grand-chose qui prépare à l'idée de passer 3 mois en mer, d'être tout seul dans les mers du Sud, à des endroits où on ne peut pas venir te chercher. Enfin, c'est ça aussi qui fait la beauté de cette aventure-là. Donc, tu discutes avec des anciens, tu essayes de comprendre. Ça passe par regarder des vidéos et se rendre compte, des vidéos YouTube des précédentes éditions et de se rendre compte de comment ils ont vécu la chose. Enfin, ça passe par plein de petites choses, mais j'ai pas en fait c'est juste aussi de savoir que tu vas en chier et puis, et puis voilà, mais non j'ai pas vraiment de recette toute faite, c'est plein de petites choses que j'essaye de mettre bout à bout et il y a un côté un peu il faut se jeter dans le grand bain et on verra bien quoi. Mais aussi moi aujourd'hui ce qui m'inquiète le plus c'est de me retrouver plus à devoir abandonner au bout de 3 jours pour une raison complètement conne, ce qui peut complètement arriver, hein, parce que tu t'es payé un chalutier, parce que tu as dématé, parce que tu as fait de la merde, enfin voilà. Donc j'essaye de me préparer pour que ça n'arrive pas. Et alors, il y a une question dans le même style de Théophile qui demande si tu n'as jamais eu peur de ne pas revenir. Par exemple, sur le Vendée Globe, c'était quand même une course qui est assez dangereuse. Il y a eu des exemples avec Yann Eliès, donc il y a 12 ans, comme il le mentionne. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu crains? Est-ce que tu as déjà eu cette crainte? Est-ce que ça c'est de l'appréhension ou est-ce que c'est quelque chose qui te motive et justement qui te fait vibrer de te dire que y a du risque, mais bon, c'est tellement chouette à côté que on va accepter ce risque et on va se lancer? Alors, c'est pas du tout quelque chose. Enfin, ce risque-là, c'est pas du tout quelque chose qui me motive. C'est quelque chose qui me fait clairement peur. Oui, c'est quelque chose auquel on pense, mais on n'y pense pas toute la journée non plus. Sinon, on ne ferait pas ça. Pour la petite anecdote, quand Banque Populaire m'a parlé de ce projet Vendée Globe, une des premières choses que j'ai dites, c'est si on peut me signer tout de suite un papier comme quoi je vais pas mourir, oui. parce que forcément, quand on a moins d'expérience comme moi, qu'on n'a pas fait 12 500 transats comme certains marins, le premier risque, la première chose auquel il faut penser, c'est est-ce que c'est pas complètement inconscient justement d'aller se mettre dans ce genre de situation. Donc oui, j'ai peur, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, auquel je pense, mais pas de façon trop régulière parce que sinon ça ne marcherait pas. Après, du coup, on fait tout, on met tout en ordre de marche pour que le bateau soit le plus safe possible, pour faire hyper attention à soi. Ça passe par s'attacher quand on est à bord, ça passe par avoir bien tout préparé, bien comprendre son matos sécu, bien anticiper toutes les choses un peu chaudes qu'il va y avoir à faire. Enfin voilà, ça passe par de la préparation comme ça, quoi, mais on peut pas penser à tout. D'accord. Donc toujours le lâcher prise pour aborder sa vie. Oui, mais bon, ça, c'est le cas pour plein de sports. Enfin, tu sais, les mecs qui font... Moi, par exemple, j'ai toujours été nulle en skateboard parce que j'avais toujours peur de me péter les 2 poignets quand il était en haut de la rampe. Là, j'ai jamais réussi à me lancer en haut de la rampe. C'est exactement pareil. J'arrivais pas à débrancher suffisamment mon cerveau. Là, pour le bateau, j'y arrive à peu près. D'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, moi, j'arrive au terme des questions que j'avais préparées. Donc, s'il y a des questions... Ah oui, donc il y a une autre question qui est intéressante de Thibaut qui demande, donc, et après le Vendée Globe, toujours de la voile, toujours Banque Populaire, un peu, quels sont tes projets? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ta vie dans 10 ans? Pour revenir sur les entretiens comme à HEC. Moi, ça, c'est quelque chose, je ne sais pas répondre à ce genre de questions. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais nulle aux oraux et aux tests de personnalité des écoles de commerce, c'est que me projeter dans 10 ans, ça me fascine un petit peu. Après le Vendée Globe, je ne sais pas. J'ai toujours eu ce souci-là quand je suis focalisée sur un objectif et sur un projet en particulier. J'ai du mal à me projeter sur l'après parce que pour moi, c'est une espèce de grand mur noir et derrière, je ne sais pas trop ce qu'il y a.
Donc, je ne sais pas du tout de quoi, où je serai dans un an et en quoi ça va. Enfin, est-ce que je vais continuer à faire du bateau? Est-ce que ce sera avec Banque Populaire? Très honnêtement, je ne sais pas. Et en ces temps un peu incertains, ça rajoute de l'incertitude à l'incertitude. Voilà, mais je le vis. Ça, pour le coup, je le vis assez bien. C'est quelque chose auquel je me suis pas mal habituée là depuis mes années. Enfin, c'est aussi quelque chose, voilà, en fait, j'ai jamais été, par exemple, salariée de ma vie, j'ai jamais, enfin, voilà, donc, en fait, je suis assez habituée à cette incertitude et c'est pas quelque chose qui me travaille. Bah, c'est sûr que je préférais savoir exactement où je veux aller et pourquoi je veux faire ça, mais je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça se passe hyper bien avec Banque Populaire, donc peut-être qu'il y aura un futur avec eux, je sais pas, on verra bien. D'accord. Alors, merci beaucoup. Donc voilà, on arrive au terme de cette visioconférence. C'était très intéressant. Vraiment, merci beaucoup d'être venu au nom de tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Juste pour conclure, peut-être, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens ce soir qui ont peut-être des rêves, ont peut-être envie de faire des choses, mais qui le rend flou un peu par peur, par crainte, par appréhension? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à tous ces gens qui t'écoutent aujourd'hui? C'est amusant parce qu'au début de la semaine, là, j'ai enregistré un podcast avec un mec qui m'a rappelé une phrase que j'avais complètement oubliée, une phrase de Isabelle Autissier, donc une des plus grandes, enfin voilà, une des premières femmes marins dans la course au large, qui disait que l'aventure, c'est sortir de ses certitudes. Et je trouve que c'est assez parlant, comme ce que j'ai dit au tout début. Hein, il faut à un moment accepter qu'on ne sait pas exactement où on va et même si ça fait peur, euh, dans la limite du raisonnable, il faut avoir un petit grain de folie pour se lancer, quoi. Et donc, il faut accepter, si on passe sa vie à tout calculer sur des tableaux Excel, que ce soit de la création d'entreprise, un grand voyage, fonder une famille, enfin, il n'y a rien dans la vie qui peut être calculé, donc c'est normal d'avoir peur et ça, il faut l'accepter absolument, quoi. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, encore une fois. C'est vraiment super. On suivra la suite de tes aventures. En tout cas, on suivra cet après qui a posé une question donc à Thibaut. On le suivra donc, par ton aventure sur le Vendée Globe. Au Point Chaussée, sache que tu auras en tout cas une école qui sera totalement supporter derrière. Et donc voilà, bah, je voulais te remercier. On va mettre fin à cette visioconférence. Voilà. Si tu as besoin, d'ailleurs, si tu as besoin d'un équipier un jour, n'hésite pas. Hein, on est là, on a des gens qui sont intéressés. La liste est longue. Et puis voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis voilà, je vais mettre fin à la conférence, sauf s'il y a une autre question. Mais a priori, non. Tout le monde. C'était très gentil, merci. Donc, merci à tous. Merci. Salut. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut.